Okay. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être là ce soir. Donc, moi, je suis Andine Moyatea, je suis chargée de communication à la direction du développement durable des territoires à la province Sud. Et donc, c'est vraiment très important pour nous ce soir que vous soyez là. C'est notre deuxième conférence de cette année. Donc, depuis 2017, on a ces conférences en partenariat avec l'IRD. Mais depuis cette année, c'est avec le CRESICA. Et voilà, donc c'est des conférences grand public, hein, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent déjà et viennent souvent, une fois par mois. On essaie de le faire jusqu'en novembre. Donc voilà, sur des thématiques très variées. Et depuis la fusion donc, de la direction de l'environnement et de la direction du développement rural, donc on essaie vraiment de parler donc, des enjeux environnementaux et agricoles en toute transversalité. Donc, bonsoir. Et, et donc voilà, donc c'est vraiment tout ça dans un enjeu de préservation donc de la nature et voilà pour mieux éduquer et mieux protéger donc notre environnement. Donc voilà, ce soir, donc par exemple, on parle des espèces emblématiques, mais on pourra très bien parler voilà du changement climatique. Et voilà, le calendrier donc il est disponible sur notre site web. Et donc, je vais laisser peut-être la parole ensuite à Maëlle pour présenter, enfin à Carla pour présenter Maëlle. Et ensuite, nous aurons une présentation aussi de Cathy Geoffrey, qui est garde nature donc à la province Sud, pour nous présenter le partenariat qu'on a avec le MRCC. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand un dugong est mort ou blessé. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carla Bussonne, chargée de communication à l'IRD. Et donc, en tant que membre du CRESICA, l'IRD est vraiment ravie de participer à ce cycle de conférences C'est Nature. Donc, nous en animerons plusieurs tout au long de l'année sur différentes thématiques. Et donc, pour ce soir, la conférence sera donc animée notamment par Maëlle Brisset, qui est ingénieure en environnement à l'IRD et chargée particulièrement donc, du projet Sciences en herbe, que vous connaissez très certainement. On en a entendu beaucoup parler ces derniers mois. C'est un projet donc, qui concerne les dugons et leur habitat, les herbiers marins. Et je vais passer la parole à Maëlle sans plus tarder. Elle saura vous en parler bien mieux que moi. Et puis si vous avez des questions à la fin de sa présentation, donc on fera circuler des micros dans la salle pour pouvoir échanger tous ensemble sur ce sujet. Donc je vous souhaite à tous de passer un très bon moment et merci pour votre présence. Bonsoir à tous, je vous remercie d'être là ce soir. Moi, du coup, je suis là pour vous parler, comme l'a dit Carla, du projet Sciences en herbe, qui est un petit projet qui a été lancé en début d'année et qui va se finaliser. Là, on est à la fin du mois, donc on est sur la fin. C'est un projet, du coup, qui porte sur la sensibilisation autour des dugons et de leurs habitats. Premièrement, je vais vous faire une petite partie présentation donc pour vous poser un petit peu le contexte et vous expliquer les notions de base qui concernent cette espèce et son environnement. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu plus précisément donc, du projet Sciences en herbe en tant que tel, de ce qu'on a réussi à faire durant ces quelques mois, là, depuis janvier, et du coup des aboutissements. Alors, premièrement, une petite partie contexte. Donc, le dugon, l'espèce, c'est dugong. On l'appelle aussi vache marine et c'est un mammifère marin de l'ordre des siréniens. Donc il y a aussi 3 espèces de lamantins dans cet ordre-là qui sont des cousins des dugons qu'on va plutôt retrouver dans les eaux saumâtres, contrairement aux dugons qu'on trouve du coup dans les eaux salées. Il n'y a plus qu'un seul représentant de cette espèce, donc dans la famille des dugongidés. Parce que la rhytine de Steller, donc il faut imaginer comme un dugon qui faisait environ 8 mètres de long, elle a été éteinte de par l'exploitation de l'homme, puisqu'elle a été découverte en 1741 et du coup éteinte à peu près une trentaine d'années plus tard, en 1768, malheureusement. Alors le dugon est un mammifère
Et en fait, comparé à ce qu'on pourrait imaginer, son plus proche ancêtre ne sont pas les cétacés, mais ça va être en fait les éléphants. Et donc en fait, les dugons se sont adaptés à la vie marine. Donc ils vont avoir leurs membres postérieurs qui ont par exemple disparu, et puis les narines qui se sont déplacées sur le sommet de la tête pour pouvoir respirer à la surface, puisque ce sont des animaux qui font de l'apnée. Et donc un des points communs qu'on va retrouver notamment entre les éléphants et les dugons, ça va être les dents, donc les défenses, qu'on peut observer plus généralement sur les vieilles femelles ou les dugons mâles, où on va voir en fait une petite partie de ces incisives qui vont dépasser de chaque côté de la mâchoire. Et généralement, elles ne vont pas être visibles chez les jeunes. Donc c'est un petit peu le point commun qui va rester entre les éléphants et les dugons. Alors, les dugons, donc, ce sont des animaux qui sont assez gros, puisqu'ils peuvent atteindre à peu près 3 mètres de long pour un poids d'environ 450 kg. À savoir qu'à la naissance, ils peuvent déjà faire 1,2 m et peser 30 kg. Donc, c'est des animaux assez gros et imposants. Et je vous ai mis quelques photographies ici. Donc, sur la première, on voit la forme de la queue. Donc, c'est là notamment qu'on va pouvoir faire la différence entre les dugons et les lamantins. Les lamantins, eux, vont avoir une queue arrondie, alors que les dugons, ils ont vraiment cette queue qui ressemble un petit peu aux sirènes, d'où le fait que les dugons aient inspiré à une certaine époque les légendes des sirènes. Ensuite, ils ont du coup des nageoires postérieures, pectorales, comme on voit ici. Et sur la troisième photographie, vous pouvez voir une petite protubérance blanche. Donc ça, ce sont leurs tétines qui sont situées sous les nageoires pectorales. Et sur la dernière photographie, on voit du coup les fameuses narines dont je vous parlais tout à l'heure avec les clapets qu'ils vont ouvrir et fermer avec leur respiration. Alors, je vais parler un petit peu du régime alimentaire de la vache marine. Donc, ce sont des animaux qui sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir exclusivement d'herbiers marins, enfin quasi exclusivement d'herbiers marins. Et les herbiers marins, en fait, ils sont composés de plantes qu'on appelle phanérogames. Et en fait, les phanérogames, c'est ça qui va former donc l'herbier, donc les prairies sous-marines qu'on peut observer sous l'eau. Et lorsque l'herbier est vraiment très dense, donc lorsque les plants sont très serrés les uns aux autres, on peut voir une sorte de chemin ou un sillon qui a été formé généralement par le passage du coup d'un dugon qui est venu brouter sur cet herbier. Donc ça, c'est quelque chose de très caractéristique qui peut être repéré sur les herbiers. À savoir que les dugons, ils vont manger environ 40 kg par jour d'herbier, donc ce n'est pas négligeable. Ça correspond à peu près à une surface de 2,5 hectares par an. Donc ce sont des très gros consommateurs. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une phanérogame? Donc en fait, une phanérogame, ça va être exactement la même chose qu'une plante terrestre, sauf qu'elle est aquatique. C'est-à-dire que c'est une plante qui va avoir donc des feuilles avec des nervures, qui va avoir des tiges et qui va avoir des racines donc pour se fixer dans le substrat au fond de l'eau. Vu que ce sont des plantes, elles vont aussi avoir des graines et pouvoir donner des fleurs. Contrairement aux algues, qui n'ont pas ces caractéristiques-là, justement. Alors, je vais vous parler rapidement de la reproduction et de l'espérance de vie des dugons. À savoir que généralement, on a tendance à comparer ça aux humains, parce que vous allez voir que ça fonctionne un petit peu de la même manière. L'âge moyen des dugons va être d'environ 70 ans. Et en fait, c'est un processus qui est très lent, parce qu'il faut savoir que la femelle dugon, elle va atteindre une maturité sexuelle seulement entre 10 et 17 ans. Donc, il faut quand même attendre un certain temps avant qu'elle puisse avoir un petit. Et ensuite, la période de gestation, elle, va durer entre 13 et 15 mois. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très lent, qui est très long. La femelle, elle n'aura que 5 à 6 petits au cours de sa vie. Et à chaque fois, elle aura un seul petit par portée. Donc là aussi, ça ne fait pas beaucoup de descendance au final. Et la période d'allaitement, donc c'est toute la période où le petit va rester avec sa mère, où elle va lui expliquer comment survivre dans le lagon, où elle va l'allaiter, et où petit à petit, il va se nourrir du coup de phanérogames. Cette période-là, elle va durer entre 15 et 18 mois. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu que si on comptabilise en fait le moment où la mère peut commencer à avoir des petits jusqu'au moment où le petit va s'en aller tout seul dans le lagon, et on est sur une période qui peut durer 2 ans. Donc c'est un processus qui est très lent. Donc forcément, s'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur l'espèce, s'il y a du danger sur l'espèce, il y a beaucoup de morts, et qu'il n'y a pas beaucoup de naissances, on a tendance à avoir des populations qui vont diminuer.
À savoir qu'à l'état naturel, globalement, il y a très peu de prédation sur les dugons. Ça va être particulièrement les gros requins. Mais à part les humains, au final, il n'y a pas beaucoup de prédation naturelle. Alors, le statut du dugon. Donc, le dugon, à l'échelle mondiale, c'est un animal qui est confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Donc ça a été déterminé par l'UICN. L'UICN, c'est une structure, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et du coup, ils ont classé le dugon comme étant vulnérable. Donc attention, ce classement-là, il a été réalisé sur la base des populations qu'on peut trouver dans le monde. À savoir qu'en Australie, par exemple, il y a des très très grosses populations de dugons. Ils sont environ estimés à 150 000. Donc c'est pour ça que l'IUCN a mis ce statut de seulement entre guillemets vulnérable. Mais nous, ici en Nouvelle-Calédonie, du coup, on essaye de travailler pour que le statut change et qu'il passe de vulnérable à menacé. Parce qu'en fait, nous, on a observé, via toutes les études qu'on fait depuis plusieurs années, qu'on a des régressions dans les populations de dugons à l'échelle du pays. Et donc on essaye de travailler pour que le statut soit menacé aujourd'hui. Pour vous donner une idée, lorsque les premières études sur les suivis de dugons ont commencé, donc c'était en 2002-2003 par là, on était sur des populations qui avoisinaient les 2000 individus, alors que là aujourd'hui, selon les dernières études, donc qui datent malgré tout de quelques années, on est sur une population qui est environ de 700 individus. Donc on a quand même eu des grosses baisses dans les populations. Alors je vous parlais tout à l'heure des menaces. Donc maintenant je vais venir aux fameuses menaces d'origine humaine. Donc il y en a 4 principales ici en Nouvelle-Calédonie. On va avoir premièrement le braconnage, donc la chasse, qui est quelque chose d'interdit aujourd'hui. Ensuite, on va avoir les collisions avec les bateaux. Donc là, soit le dugon va mourir directement sous le choc, soit il va être blessé, donc comme vous pouvez voir sur la photographie, avec l'hélice du bateau. Et forcément, du coup, un dugon qui se retrouve blessé dans le lagon est beaucoup plus susceptible de se faire attaquer, là, du coup, par des requins, forcément. Ensuite, on va avoir les captures accidentelles dans les filets de pêche. Donc le dugon va s'emmêler dans le filet, ne va pas réussir à remonter à la surface, il va du coup mourir d'asphyxie. Et ensuite, on va avoir la dégradation de l'habitat. Donc là, on est sur quelque chose qui impacte directement l'herbier, donc l'habitat du dugon. Et c'est tout ce qui va concerner les rejets de pollution dans le lagon, la pollution globale de l'écosystème, mais aussi tout ce qui est construction des infrastructures sur le littoral qui vont forcément avoir un impact sur cet environnement-là. Et c'est probablement ça aussi qui a impacté les populations de dugons ici en Nouvelle-Calédonie, puisque depuis quelques années, on a beaucoup de constructions sur les littoraux. À savoir que si la nourriture vient à manquer, le dugon il va cesser de se reproduire. J'en ai fini pour la petite présentation du contexte. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu plus concrètement du projet Science en Herbe. Donc Science en Herbe, comme je vous l'ai dit en début de présentation, c'est un projet qui est très court, qui a duré quelques mois. Il a commencé en janvier. Et en fait, c'est un projet qui est porté par IRD en partenariat avec Opération Cétacés et qui a été financé par la CMS. Donc la CMS, c'est la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et un mémorandum d'entente du coup qui s'appelle Dugong MOU. Donc ils nous ont donné un petit financement pour faire ce projet ici en Calédonie. Et en fait, ce projet, il avait 2 objectifs principaux. Donc premièrement, c'était améliorer et développer les connaissances qu'on avait déjà acquises via de précédentes études donc sur les herbiers et les dugons en Nouvelle-Calédonie. Et deuxièmement, sensibiliser à l'importance de cet écosystème, notamment auprès des jeunes, pour conserver et aider surtout à la conservation du dugon dans le pays. Alors, les actions du projet, donc il y en avait 5 principales. Donc, je vais vous les énumérer une par une et vous décrire un petit peu ce qu'on a fait à chaque fois dans chaque action. Premièrement, nous avons effectué des relevés scientifiques sur différents sites autour de Nouméa. Donc, il y avait 6 sites. Donc, comment on a procédé pour ces relevés ? En fait, il faut savoir que grâce à de précédentes études qui ont été faites sur le dugon et notamment les suivis de dugons via des balisages, on a réussi à obtenir de la donnée et faire de la cartographie où on peut voir du coup les déplacements des individus. Donc là, par exemple, vous pouvez voir sur le trait bleu pointillé, c'est le déplacement d'un dugon autour de Nouméa. Et donc en fait, on a remarqué que certains individus avaient tendance à passer un peu plus de temps sur certains sites. Donc là, on a par exemple l'Araignière, Ilomètre, Crouy, Amédée.
Et donc nous, on a décidé d'organiser des missions terrain pour faire des plongées sur ces sites et essayer d'étudier un petit peu l'habitat qu'on pouvait y retrouver. Donc par exemple, là, je vous ai mis une photographie de ce que nos plongeurs ont observé à Amédée. Donc on voit que globalement, l'herbier, il n'est pas très dense, il a l'air relativement monospécifique. On voit une seule espèce là au sol, une espèce d'Alophila. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on a pu voir sur l'îlot Amédée. Et là, je vous ai mis une autre photo de ce qu'on a fait sur l'îlot Attiré. Globalement, en fait, l'idée, c'était de faire des estimations d'abondance et de densité d'herbier et aussi de récolter des échantillons pour pouvoir par la suite faire de l'identification. Voilà pour la première action du projet. Je passe à la deuxième action. Donc c'est l'action qui concerne la communication qui a été lancée donc, en même temps que le projet. Donc cette phase-là, elle était assez importante dans le projet. En fait, comme le projet a été un petit peu décalé à cause de la crise sanitaire, on a décidé vraiment d'axer toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc on a créé notamment un profil pour le projet avec une page Facebook, Instagram et Twitter. Et on a mis à jour régulièrement sur ces comptes-là tout ce qui était fait, les restitutions, nos premiers résultats, les événements, etc. Et globalement, c'est quelque chose qui a été assez bien relayé autour de Nouméa. Premièrement, forcément, par les réseaux d'Opération Cétacé, qu'on relayait donc, sur leur site web, YouTube, etc. Par l'IRD et puis par d'autres structures de recherche ici à Nouméa, donc comme le CEN, le CRESICAL, CIE, la Province Sud. Et nous, de notre côté, on a aussi fait en sorte que ça circule sur des groupes Facebook qui étaient susceptibles en fait, de regrouper des personnes qui étaient particulièrement intéressées par le sujet. Donc des groupes Facebook de plongée, de photographie sous-marine, aussi tous les groupes et sites web en lien avec les clubs de plongée. Donc globalement, cette phase-là, comme je l'ai dit, elle a été lancée en même temps que le projet et puis elle a duré du coup jusqu'à la fin de ce dernier. Troisième action, c'était le lancement d'un concours photo. Donc ici, on a essayé de vraiment mettre en avant ce qu'on appelle les sciences participatives. On a essayé d'impliquer la communauté pour nous apporter de la donnée, pour les faire participer à ce projet-là. Donc en fait, l'idée, c'était que qui voulait participer pouvait photographier des herbiers ou de la phanérogame lors de leur sortie et nous les envoyer. Donc ça a deux avantages. Premièrement, nous, de nous apporter beaucoup de données en très peu de temps sur des sites qui sont très variés. Et deuxièmement, pour la personne qui participe, ça lui permet de s'impliquer dans un projet scientifique, de la sensibiliser éventuellement à un sujet qu'elle ne connaît pas ou peu. Et pour booster un petit peu, on va dire, cette étape-là du projet, on a bien mentionné dès le début que les meilleures photos seraient sélectionnées pour une exposition en fin de projet. Donc globalement, on n'a pas fait de sélection sur les personnes touchées, c'était vraiment pour qui voulait participer, que les personnes soient experts, débutants dans le milieu de la photographie, de la plongée ou même de l'identification d'herbiers. Et donc l'idée, du coup, c'était de nous photographier de la phanérogame et de nous les envoyer à une adresse mail dédiée pour participer. Donc ça, c'est un petit exemple de visuel qu'on a fait circuler un petit peu partout quand on a lancé ce concours photo. Donc en gros, c'est un affichage qui récapitule les étapes à suivre pour participer. Donc 1, je localise l'herbier. 2, je prends des photographies, donc vue rapprochée, vue de loin, vue du dessus. 3, je note donc soit le point GPS idéalement, soit le lieu de prise de la photo. Et dernière étape, donc je l'envoie à l'adresse mail qu'on a créée pour le projet avec le nom et prénom de la personne qui a pris les photographies. On passe à l'action numéro 4 du projet, donc, qui était axée sur de l'analyse participative. Donc ici, on a travaillé principalement avec des scolaires. Donc je vais surtout vous parler de ça. On a aussi travaillé un petit peu avec d'autres jeunes qui n'étaient pas forcément des scolaires, mais globalement, ça s'est vraiment axé sur un travail avec des scolaires. Donc globalement, on a ciblé à peu près 30 classes, ce qui correspond à peu près à 600 élèves, que ce soit des primaires, on a commencé chez les tout petits dès le CE1, des secondaires, on a été jusqu'aux secondes, dans des établissements à la fois publics et privés, de Nouméa, Grand Nouméa, pour réaliser en fait des interventions, donc se déplacer dans la classe, réaliser des interventions pour leur expliquer sur quoi on travaille et sensibiliser à cette problématique-là. Donc globalement, à chaque fois, l'intervention est forcément adaptée au niveau de classe, d'accord, au niveau scolaire et au niveau de classe. Cela dit, elle est
été à peu près toujours organisé de la même manière, on va dire. Donc, à savoir une première partie où il y a une première phase d'échange et de discussion avec la classe pour sonder un petit peu leurs connaissances. Puis une présentation donc, au tableau qui était généralement assez interactive, où on essayait d'intégrer des vidéos, des photos, une petite maquette de Dugon aussi pour leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne savent même pas à quoi ça ressemble. Des échantillons divers, donc notamment de phanérogame forcément, des crânes de Dugon pour leur montrer les dents, les fameuses défenses dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première partie de l'intervention, plus ou moins complexe selon le niveau de classe. Et la deuxième partie, c'était une partie vraiment pratique, donc avec des jeux interactifs pour les plus petits qui reprennent le lexique et le vocabulaire qu'on a vu pendant la présentation et de l'identification d'espèces pour les plus âgés. Je vous ai mis quelques photos là de comment ça se passe en classe. On passe à la dernière partie, donc la restitution. Donc ça, elle a été lancée là au cours du mois de mai. Globalement, en fait, il s'agissait d'expliquer un petit peu ce qu'on avait obtenu via des restitutions publiques, comme on a pu faire à la Maison de la Biodiversité il y a quelques semaines, comme on fait ce soir avec vous, des temps d'échange avec les personnes ayant participé. Et notamment, cette action de restitution, elle a été lancée en quelque sorte par le commencement, on va dire, de la fameuse exposition. Je l'avais mentionné tout à l'heure en début de présentation. Mais du coup, nous, à l'IRD, on a sélectionné les 16 plus jolies et intéressantes photographies de phanérogame et d'herbier qu'on a reçues via le challenge photo pour faire une exposition du coup, qui a débuté début mai et qui est toujours en place d'ailleurs à la Maison de la Biodiversité. Donc, je vous invite à aller voir, elle y restera tout le mois de mai et tout le mois de juin. Donc, il y a 16 jolies photos imprimées en grand format qui ont été faites par des personnes qui ont participé au projet, qui ne sont pas du tout spécialisées dans le domaine. Donc c'est assez intéressant à aller voir. Je vais parler maintenant des aboutissements. Donc là, je vous ai expliqué ce qu'on avait fait. Je vais vous montrer un petit peu plus en précision à quoi ça a amené exactement. Alors, en ce qui concerne les médias, donc l'information sur tout ce qui a concerné Science en Herbe a pas mal tourné dans les médias. On a eu des communiqués de presse, notamment dans les radios locales. On a eu la chance d'avoir une double page dans les nouvelles, plusieurs mentions sur des médias via des posts internet. Mais aussi, on a mentionné de temps en temps le projet, par exemple ce compte Instagram là, qui travaille avec IRD France, qui a fait un petit article sur le super pouvoir des herbiers en Nouvelle-Calédonie et qui du coup forcément en a profité pour mentionner Science en Herbe. Ou alors l'IMAG Outre-mer Grandeur Nature, qui a fait pareil une double page sur les dugons et qui du coup en a profité pour mentionner le projet et le lancement du concours photo. On a eu aussi la chance de passer en tant qu'invité du JT pour parler de ce qui avait été fait notamment avec les scolaires. Donc ça c'est pour vous montrer que globalement on pense avoir quand même malgré tout sensibilisé en peu de temps pas mal de gens sur Nouméa. C'est une information qui a bien tourné, les gens ont bien relayé, ont bien partagé l'information, donc c'est super intéressant pour nous et c'est très bénéfique. On a eu aussi pas mal d'événements au final qui ont été organisés au cours du mois de mai, donc dans la phase de restitution, notamment en collaboration avec la ville de Nouméa et la Maison de la Biodiversité, qu'on remercie d'ailleurs pour nous avoir permis de travailler avec eux. Donc la plupart de ces événements ont eu lieu à la Maison de la Biodiversité. Donc on avait premièrement des ateliers avec des scolaires qui avaient lieu tous les mercredis du mois de mai. Donc là, on a repris en quelque sorte les ateliers qu'on faisait avec les classes. Donc c'était en place tous les mercredis du mois de mai à la Maison de la Biodiversité. On a aussi organisé une journée-soirée qu'on a appelée Jeudi spécial Dugon Herbier, toujours à la Maison de la Biodiversité, avec une première partie atelier pour les plus jeunes et une deuxième partie conférence, temps d'échange. Et notamment, ça nous a permis en quelque sorte de lancer le début de la fameuse exposition photo. Vous avez le visuel là qu'on a fait pour l'exposition photo. Voici à quoi ressemble l'exposition en question, donc, comme je l'ai dit, qui est toujours à la Maison de la Biodiversité. Donc voilà, il y a des photos d'un peu partout, il y en a avec d'autres organismes, il y en a c'est qu'une plante de phanérogame, il y a des vues rapprochées ou de loin, donc c'est assez joli à regarder. Ensuite, on a utilisé, parce que l'idée c'était quand même de mettre en avant, de valoriser la science participative,
Donc on a utilisé les photographies qu'on avait reçues de la communauté pour les intégrer sur un outil. Donc en fait, c'est un site internet qui s'appelle Seagrass Spotter. Il y a un site internet, il y a aussi une application, et c'est un outil justement de sciences participatives. Et donc on a intégré les photographies qu'on a reçues sur cette base de données-là. Donc en fait, c'est un site qui regroupe des photographies de phanérogame et d'herbiers du monde entier. Donc nous, on a intégré les photos qu'on a reçues. Là, je vous ai mis un petit exemple de photos qui nous ont été envoyées par l'association OUT, que je remercie d'ailleurs pour avoir grandement participé au concours photo. Donc en fait, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posté en ligne. Donc vous avez la photographie. Ici, on a les noms d'espèces qui ont été identifiés sur la photographie, le pays et du coup la ville. Donc c'est un outil de conservation et d'éducation qui permet de faire des nouvelles découvertes et du coup de contribuer à la conservation du milieu marin. Vous pouvez aller faire un tour sans posséder un compte. Nous, on a créé un compte pour pouvoir intégrer les photos au nom du projet, mais c'est tout à fait possible d'y aller et de consulter les photographies qui ont été postées par toutes les communautés de partout dans le monde. Et du coup, c'est assez intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Et on voit qu'en Nouvelle-Calédonie, justement, il n'y a pas énormément de photographies. Donc nous, mine de rien, on a pas mal contribué à développer les photographies sur le site en Nouvelle-Calédonie. Alors ensuite, je vais parler rapidement de quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les actions du projet, tout simplement parce que ça ne faisait pas partie des actions primordiales à réaliser. Mais en fait, nous, on a pris un petit peu de temps pour faire des analyses de contenus stomacaux de dugons. Donc en fait, c'est des contenus d'estomac qu'on a récoltés il y a plusieurs années sur des dugons retrouvés soit échoués, soit retrouvés morts dans le lagon. Et donc on a un petit peu analysé ces contenus stomacaux parce que déjà c'est quelque chose qui n'a pas été fait encore ici en Nouvelle-Calédonie. Et on voulait savoir en fait s'il y avait une espèce de phanérogame qui était dominante dans les estomacs. Donc globalement, ce qu'on a pu en ressortir, c'est que c'est assez compliqué d'identifier à l'espèce les phanérogames dans les contenus stomacaux parce que forcément c'est prédigéré, c'est abîmé. Or, pour différencier une phanérogame au rang d'espèce, il faut avoir des petits détails comme voilà, des aspects sur les nervures, sur l'extrémité des feuilles. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à identifier, mais on a quand même réussi à avoir quelques résultats. Et en fait, ce qu'on a trouvé, la chose primordiale qu'on a trouvée, c'est qu'au final, on n'a pas une espèce dominante dans tous les estomacs, mais on va avoir plutôt une espèce dominante par estomac. Donc là, par exemple, on avait un estomac où il n'y avait que de l'Halophila, quasiment que de l'Halophila, alors qu'un autre estomac avait quasiment que de l'Halodulé et une autre quasiment que de la Cymodocée. Donc au final, ça dépend peut-être de l'endroit où le dugon s'est nourri, s'il est resté dans le même endroit longtemps, où il y a une espèce qui est plus inféodée qu'une autre à ce site-là. Et donc, en plus des phanérogames, forcément, on a trouvé d'autres organismes dans les estomacs. Donc, ils n'ont pas encore forcément tous été identifiés, mais globalement, on avait des petits bouts de racines, des petits bouts d'éponges, et aussi notamment un estomac qui était rempli de parasites. Donc là, j'ai mis une petite photographie d'une extrémité de parasites. Alors, je vais vous parler un petit peu plus en précision de ce qu'on a fait avec les scolaires. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, quand j'ai mentionné les interventions avec les scolaires, j'ai parlé d'échanges et de discussions avant de commencer l'intervention. Donc, avec les plus âgés, c'était vraiment que de la parole, donc pour essayer de sonder un petit peu les connaissances de la classe, essayer de voir s'il y a des classes qui ont plus de connaissances que d'autres. Et avec les plus jeunes, on a fait ce qu'on appelle une étude de la représentation. Donc là, l'idée, c'est avant de commencer l'intervention, avant de parler de quoi que ce soit aux élèves, on va leur distribuer une feuille blanche et on leur demande de nous mettre sur la feuille, donc idéalement avec un dessin, s'ils n'ont vraiment pas d'inspiration avec des mots ou des phrases, on leur demande de nous représenter ce qu'ils savent déjà sur les dugons et leur environnement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir que dans la même classe, au final, il y a certains élèves qui sont déjà hyper à l'aise avec le sujet, qui savent que ce sont des herbivores marins menacés, qui mangent de l'herbier, alors qu'il y en a d'autres qui savent limite même pas du tout à quoi ça ressemble. Et ça, c'est au sein de la même classe. Donc c'est de la donnée qu'on a récoltée, pas encore analysée, mais qu'on va garder et probablement réutiliser pour plus tard. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de dessins qui ont été faits par le dispositif Ulysse du Collège Baudouce. On a fait 2 dispositifs Ulysse.
Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des classes avec des élèves en situation de handicap. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir la différence de notions et de connaissances que peuvent avoir les élèves au sein d'une même classe. Alors maintenant, je vais vous décrire un peu plus en détail en quoi consistaient les fameux ateliers pratiques que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc pour les plus jeunes, c'était en fait des ateliers tournants avec des supports qui ont été créés donc, pour ce projet. Donc des ateliers jeux ludiques interactifs, donc avec des mots croisés, des labyrinthes, des mots cachés qui reprennent le lexique et le vocabulaire qu'on a vu avant. Donc l'idée c'est qu'ils arrivent à faire ces jeux-là avec tout ce qu'on leur a appris juste avant. Des petits ateliers lecture aussi avec des livres, des BD, voilà, des petites notions à lire ou à juste regarder, et des ateliers coloriage qui reprennent des coloriages avec des fonds sous-marins, des herbiers, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait vraiment avec les tout petits. Là, vous avez un exemple d'une classe de CE1 de l'école Victorien Bardou. Globalement, ils sont très intéressés. C'est quelque chose qui leur plaît, malgré la complexité parfois du sujet. Même chez les tout petits, au final, ça les intéresse assez. Maintenant, je vais parler des ateliers pratiques pour les secondaires. Donc là, c'est quelque chose de forcément un petit peu plus complexe. En fait, ça, c'est un support qu'on a créé pour les écoles, enfin pour les collèges, pardon, plutôt. En fait, on l'a appelé une fiche d'identification des phanérogames marines de Nouvelle-Calédonie. C'est un petit carnet avec une page par espèce et une couleur par espèce. Et en fait, ce petit carnet-là, il va permettre d'identifier les espèces. Donc ici, en Nouvelle-Calédonie, on en a 11 espèces de phanérogames marines. Et donc là, l'idée de ces ateliers-là, pour les collégiens, c'était de faire des groupes d'élèves, de leur fournir un échantillon, donc qu'il soit un échantillon, une photographie, soit un échantillon sec, ou soit un échantillon frais. À savoir que les photographies, du coup, on a réutilisé les photographies qu'on avait reçues lors du concours photo. D'où le terme d'analyse participative, parce qu'on réutilise ce que la communauté nous a envoyé. Et du coup, là, chaque fiche va informer sur les différentes caractéristiques de l'espèce. Donc, que ce soit description des feuilles, petit détail qui fait qu'on va différencier une espèce d'une autre. Et il y a une aide à la compréhension, donc avec des dessins et à chaque fois une vue rapprochée sur des détails qui sont importants pour différencier les espèces, et des photographies de la fameuse espèce qu'on peut voir sous l'eau. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce support-là et 2 autres supports pour pouvoir faire l'activité, donc pour parvenir à identifier l'espèce qu'on avait distribuée dans les groupes. Le deuxième support qu'on a créé pour cette activité-là, c'est une clé de détermination qui a utilisé en parallèle avec le carnet. Vous voyez bien qu'on a les mêmes couleurs pour les espèces, et l'idée, c'est de procéder par étapes pour essayer d'arriver à l'espèce au final. Globalement, même chez les 6e, qui parfois, selon la période où on a fait l'intervention, n'avaient pas encore vu la notion de clé de détermination, c'est quelque chose qui est dans le programme de 6e, mais il y a des interventions qu'on a réalisées en début d'année, donc forcément, ils ne l'avaient pas encore vu. Et du coup, même pour les 6e qui n'avaient pas forcément encore vu ça, c'est quelque chose qu'ils parviennent à utiliser après qu'on ait expliqué comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que c'est une clé qui, au final, est relativement vulgarisée et relativement simple d'utilisation. Et puis généralement, les professeurs sont contents parce que du coup, comme c'est dans le programme, ça leur fait un petit peu d'avance. Donc l'idée, c'était d'utiliser ces 2 supports-là pour remplir un petit feuillet d'observation que l'élève garde après l'intervention en tant que souvenir. Et donc petit à petit, il utilise les 2 supports pour remplir sa fiche jusqu'à arriver à faire un dessin d'observation avec une légende et à trouver le nom de l'espèce. Globalement, malgré encore une fois la complexité et les détails qui sont vraiment très minimes d'une espèce à l'autre, même chez les plus jeunes collégiens, donc même chez les 6e, ils parvenaient à identifier non seulement une espèce, mais quasi toujours la bonne espèce. Et sur l'heure, donc cet atelier-là, il dure 1 heure, à chaque fois, ils arrivaient à faire 2 voire 3 espèces, selon le niveau de classe forcément, mais tout ça pour dire que globalement, c'est des outils qui fonctionnent, c'est des outils qui les intéressent et c'est des outils qu'ils arrivent à utiliser malgré le fait que parfois ils ne l'ont pas encore vu en cours, comme par exemple les 6e, comme je l'ai dit pour la clé de détermination.
Donc là, petite illustration des fameux ateliers donc au collège de Ploum pour des classes de 5e. Donc on voit l'échantillon là au milieu, là c'est une photographie donc on a reçu d'une personne qui a participé au projet. Et donc ils sont en train de remplir leur petite fiche, en train de faire le dessin d'observation et du coup en train d'essayer d'identifier l'espèce en utilisant les supports. À chaque intervention, on a essayé d'avoir des retours, donc que ce soit de la part des professeurs, pour essayer de savoir si c'est une intervention qui leur a plu, s'ils pensent éventuellement pouvoir renouveler ce type d'intervention, s'ils ont des améliorations à faire. On a distribué du coup des petits questionnaires à la classe qui sont anonymes, où ils disent du coup voilà, si ça leur a plu, si c'était un peu trop long, si l'activité leur a paru intéressante, ils pensent avoir appris des choses. Donc les retours sont assez positifs. Parfois même on a des petits messages comme ça qui sont assez mignons. Globalement, on a réussi à distribuer ces questionnaires-là à peu près 350 élèves. Et donc là, ce qu'on voit sur le diagramme que vous voyez ici, c'est que quelle que soit la catégorie, donc que ce soit l'activité proposée, l'apport de connaissances, le contenu, la durée de l'intervention d'un point de vue général et la qualité de l'animation. En bleu, c'est quand ça a été satisfaisant, en rouge, c'est quand ça a été insatisfaisant. On voit que globalement, c'est quand même quelque chose qui les a intéressés pour la plupart des élèves. À savoir qu'au final, les retours négatifs, ils ont été faits quasiment tous par une seule classe, qui était une classe un petit peu compliquée à gérer parce qu'ils étaient plus de 35. Donc c'est vrai que pour les ateliers, ce n'était pas forcément facile à gérer. Et qui plus est, c'est surtout une classe qui avait déjà vu ce sujet-là l'année précédente. Donc ils avaient déjà fait des présentations, des posters, des affichages sur les dugongs et les herbiers, donc c'est vrai que ça a peut-être été un petit peu redondant pour eux. Mais voilà, là ce qui est intéressant de voir pour nous en tant que retour, c'est qu'on peut voir que même si c'est un sujet qui est un petit peu compliqué et qui au final ne vend pas autant du rêve, on ne va pas se mentir, que par exemple les récifs, surtout pour les jeunes, on voit que si c'est bien amené, si on utilise des méthodes qui sont interactives et qui sont ludiques, au final c'est quand même quelque chose qui les intéresse beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même commencé avec des CE1, donc c'est vraiment des tout petits. Et même si c'est vulgarisé, pour eux, forcément, il y a quand même des notions qu'on est obligé d'intégrer. Donc par exemple, typiquement, le mot phanérogame, on est obligé de l'intégrer dans la présentation. Et c'est super intéressant et bénéfique pour nous de voir qu'un petit CE1 est capable d'épeler et d'écrire le mot phanérogame, qu'il est capable de différencier une phanérogame d'une algue et d'expliquer qu'est-ce qui caractérise du coup la fameuse phanérogame. Ben voilà pour moi, du coup, j'en ai fini avec le projet. Je vous remercie de votre attention. Alors bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Cathy Geoffrey et je suis garde nature pour la province Sud. Donc je vais clore cette petite présentation par une présentation des actions de la province Sud et des gardes nature sur la protection du dugong. Donc un petit rappel, en fait, la population de dugong en Nouvelle-Calédonie est la troisième la plus importante de la planète. Donc à partir de là, la Nouvelle-Calédonie a vraiment une responsabilité mondiale pour la préservation de cette espèce. Et c'est pourquoi en Nouvelle-Calédonie, donc en 2008 en province Nord et en 2009 en province Sud, le dugong a été classé espèce protégée. Alors, au sein de la province Sud, les gardes nature sont assermentés. Et ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir verbaliser en cas d'infraction sur le code de l'environnement et notamment en cas d'atteinte à une espèce protégée. Alors l'article dans le code de l'environnement de la province Sud qui protège le dugong, c'est l'article 240-1. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, d'une part, donc, cet article spécifie que la capture du dugong est interdite, évidemment, ainsi que sa détention, son transport, la vente, l'achat et la consommation. Chose qui existe encore, malheureusement. Et dans cet article, on a aussi une partie sur l'herbier, donc qui est également protégé. Alors, en cas d'infraction, les gardes nature peuvent verbaliser les personnes qui vont commettre une infraction.
Et donc c'est une en général il va y avoir un procès-verbal qui est transmis au parquet et ensuite lorsque l'affaire est jugée, cela va pouvoir être donc une amende assez lourde de 1 780 000 francs et 1 an d'emprisonnement. Donc c'est un délit, donc c'est quelque chose de très fort. Malheureusement, donc c'est assez compliqué d'intervenir quand même à ce niveau-là. Alors cette diapositive, elle va faire un petit peu redondance avec la présentation précédente. Donc voilà, c'est pas tourné de la même façon, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le braconnage, malheureusement, est la pression la plus importante sur la population de dugong en Nouvelle-Calédonie. Donc ça existe toujours. Mais c'est une pression sur laquelle il est très difficile d'intervenir. Et donc là, toute information est très importante parce que voilà, tout signalement va permettre d'agir. Sans cela, c'est vraiment très compliqué. Donc vous avez entendu aussi que la seconde pression sur ces animaux, ce sont les collisions, soit par choc, soit par malheureusement les hélices. Et donc à notre niveau, ce qu'il est possible de faire, notamment si vous êtes un usager de la mer, eh bien, c'est de ralentir dans les zones peu profondes en bateau. Et puis, surtout dans les zones où il y a de l'herbier, comme par exemple autour de Signal, la Reynière, qui sont des réserves, et où on trouve des dugongs et également des tortues, qui malheureusement vont être souvent touchées par les bateaux dans ces zones. Au niveau des captures accidentelles, alors ce qui se passe surtout, les prises accidentelles se font la nuit, parce qu'il peut rester des scènes donc la nuit sans surveillance. Et à ce moment-là, lorsque les couples, notamment maman-petit, dugong, reviennent près du bord, eh bien, le petit peut se prendre dans cette scène et évidemment se noyer. Donc là, après, c'est une piste à étudier pour faire évoluer éventuellement le code de l'environnement et peut-être limiter donc, la présence de ces scènes la nuit. Et enfin, la dégradation de l'habitat, donc comme on l'a vu, malheureusement, contribue à limiter la reproduction des dugongs. Alors là, j'avais ajouté un petit schéma qui avait été fait en 2018 par l'association Opération Cétacés et qui montre bien, donc ce sont sur 49 dugongs échoués. Donc on a étudié, Opération Cétacés a étudié les causes de mortalité. Alors il y a 43% de causes non connues, mais sur le reste, on voit bien que ce sont les prises intentionnelles, donc le braconnage, qui sont les plus importantes, des causes anthropiques, et ensuite les collisions, et en troisième lieu, les filets. Alors, outre le fait que les garnatures soient assermentées, ils sont formés également pour intervenir en cas d'échouage, donc que ce soit au niveau de dugong en détresse ou bien malheureusement d'animaux morts. Alors la deuxième chose, c'est que les garnatures sont habilitées, donc ont été formées pour faire des prélèvements scientifiques et qui vont apporter des données qui sont très importantes, qui vont être ensuite stockées au niveau de l'IRD et utilisées mondialement, et qui vont permettre notamment d'optimiser les mesures de protection sur cette espèce, et qui vont également permettre de connaître les causes de mortalité et l'état de la population de dugong en Nouvelle-Calédonie. En bas à droite de cette diapositive, vous avez un tout petit dugong qui avait en fait certainement perdu sa mère. Donc c'est le bateau de Valais Grand Sud qui nous avait contactés. Il était tout autour d'une barge. Il broutait en fait les algues sous le bateau. Donc c'était vraiment un tout petit, 1,20 m, donc il avait vraiment quelques semaines. Donc juste pour vous dire que on a été le récupérer, tout a été fait pour essayer de le sauver avec l'équipe de l'aquarium. Donc les soigneurs se sont vraiment investis, mais malheureusement il était trop petit pour s'en sortir. Mais en tout cas, voilà, les équipes de soigneurs aussi de l'aquarium sont impliquées pour sauver cette espèce.
Alors en fait, toutes les informations sont intéressantes. Malheureusement, jusqu'en 2017, on avait peu de retours des usagers, malgré le fait que le dugong soit une espèce protégée, qu'il y ait de la communication à ce niveau-là. Alors, bon, soit parce que les personnes n'avaient pas le réflexe, soit parce qu'en fait, c'était un peu compliqué, avec beaucoup d'intervenants finalement dans ce domaine. Donc, pour simplifier tout ça, depuis 2017, la province sud et le MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, donc le MRCC, c'est le centre qui permet de coordonner le sauvetage en mer, donc ont signé une convention. Et dans cette convention, il est dit que le MRCC va donc récolter toutes les informations des usagers concernant le dugong afin de les relayer donc, plus facilement au bon gestionnaire. Donc en fait, ce qui est très pratique, c'est que le MRCC, il a un numéro connu, c'est le 16, et qu'en plus, ce numéro, eh bien, il est disponible H24, donc vous pouvez les appeler à n'importe quel moment, que ça soit en mer avec votre VHF ou au téléphone. Donc même pour une espèce échouée sur le bord de mer, c'est possible. Et cette convention, donc, comme elle fonctionne très bien, les usagers ont vraiment compris la façon d'utiliser le 16. Donc ce partenariat a été développé également aux tortues et aux autres cétacés. Donc n'hésitez pas, si vous rencontrez un dugong, un cétacé ou une tortue en difficulté ou bien même mort, vous pouvez contacter le 16 et l'information sera retransmise donc, au gestionnaire et ensuite une équipe sur le terrain sera donc, dépêchée. Alors quand vous appelez le 16, certaines questions vous seront posées, donc, notamment votre nom, votre contact téléphonique et puis éventuellement donc, le lieu de l'échouage, le nombre d'animaux, si par exemple ce sont des cétacés, la taille approximative, l'état, si par exemple vous voyez des blessures, des coupures, etc. Donc là sur la photo, malheureusement, c'est un dugong qui a été tué par balle. Et si vous avez aussi des photos à disposition. Donc, si vous souhaitez attendre l'arrivée des gardes nature, surtout, en fait, ce qu'il faut éviter, donc, notamment par rapport à un animal vivant, donc, c'est d'essayer de le remettre à l'eau, et puis notamment en tirant sur ses nageoires, car vous risquez surtout de le blesser et de le stresser, et puis éviter de s'agiter tout autour. Et donc, une chose qui est possible, par contre, c'est d'essayer de faire un périmètre de sécurité de façon à ce que personne ne s'approche et éventuellement de le mouiller avec une serviette imbibée d'eau en faisant attention donc, pour le dugong à ses narines et un dauphin à son évent, évidemment. Et enfin, pour un animal mort, donc, mieux vaut ne pas manipuler parce que, comme vous le savez, malheureusement, les animaux sauvages transportent des virus. Donc, mieux vaut intervenir avec un équipement spécifique. Donc, voilà. Donc, voilà. Comme vous le savez, chaque dugong compte. Donc, toute information compte. Ce qui veut dire que nous, on compte sur vous pour relayer toute info. Merci.